c'était que les choses ne pouvaient se résoudre que nationalement. Donc pendant des mois, on leur a proposé en fait quelque chose de commun. L'idée, c'était notamment de partir sur la France insoumise et que les petits problèmes de financement des partis, etc., pouvaient se résoudre. Parce qu'en fait, on peut reverser l'argent aux partis. D'ailleurs, bon, moi je suis en Ensemble, on peut reverser l'argent à Ensemble. Voilà, c'est dans la charte, d'ailleurs, c'est expliqué dans la charte très clairement. Donc ça, c'était pas problématique. Ce qui semblait, donc il y avait deux choses qui coinçaient pour le Parti communiste, c'est l'histoire de la charte, mais relisez-la, enfin, elle n'est pas scandaleuse. Il y a bien un groupe parlementaire communiste, ils ont bien une discipline de vote, donc bon, il n'est pas scandaleux. Et c'est la comptabilité, notamment, des votes à l'arrivée, et on souhaitait, parce qu'on a eu des problèmes avec le Front de gauche, c'est-à-dire que comme on avait des étiquettes différentes, on n'était jamais comptés ensemble, et c'était à l'arrivée, on pouvait dire que le Front de gauche avait fait 5%, alors qu'on avait fait 10%. Bon. Et donc on voulait que la comptabilisation soit autour de la France insoumise. Ça aurait pu être autre chose quand on a commencé les discussions. Le Parti communiste a refusé d'avoir des accords nationaux. Jusqu'à il y a encore un ou deux mois, il refusait. Il proposait plutôt des désistements ou au cas par cas. Alors pourquoi ils voulaient le cas par cas? Voilà, j'ai vu qu'il y avait Bruno des PC qui était là, je crois qu'il est parti, mais ils ont leur raison pour maintenir certains députés. Ils voulaient probablement avoir des accords de désistement avec le Parti socialiste que nous on ne veut pas. Voilà. Donc, voilà. Ça c'était avant l'élection présidentielle. Suite au fort score de Jean-Luc Mélenchon, les discussions ont recommencé au niveau national. Comme l'accord, il y a un problème de contour politique, parce qu'eux voulaient un accord national sur un autre logo de France Insoumise, mais en incluant les amonistes et ELV, ce qu'on ne veut pas. Et j'ai essayé de vous l'expliquer pourquoi. Parce qu'on pense qu'il faut quand même un minimum de clarté et un certain niveau de radicalité dans notre programme, et on ne peut pas se permettre, parce que les amonistes, ils seront quand même avec le logo PS, voilà, on veut les pas de ça. Et l'autre point, du coup, la seule possibilité, c'était des désistements réciproques. Et jusqu'à récemment, on pensait que ça allait se faire. C'est-à-dire que, du coup, sur les circonscriptions qui sont intéressantes, c'est-à-dire où on fait des gros scores, un coup c'est France Insoumise et l'autre c'est PC, bon, ils s'appellent comme ils veulent, et voilà. Ça n'a pas été possible nationalement, voilà, ça a éclaté. Alors, pourquoi? La faute à qui? Voilà, c'est compliqué. Localement, parce que c'est ça qui va être important, c'est pas fini. Voilà, Jean-Luc Mélenchon devait encore discuter. Ce qui visiblement est tombé dans la presse aujourd'hui, c'est les journalistes qui nous l'ont dit à la conférence de presse, c'est que le PC se retire sur la 4e circonscription, là où ce qui est là, peut-être sur la 3e, si j'ai bien compris aussi, malheureusement pas sur la 5e. Bon, nous, ce qu'on fera, voilà, je sais pas, mais il est évident que sur Martigues, où c'est Daréville qui dirige le Parti communiste et où c'est une ville qui peut passer au Front National, peut-être pas, mais en tout cas, le Front National a fait 52%. Voilà, il y a peut-être des choses de possibles sur ces 5 circonscriptions, mais c'est pas encore décidé. Mais ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, pour rester dans ses mots tout à l'heure, c'est on les connaît, les communistes marseillais, on peut discuter un peu avec eux, contrairement aux communistes à l'échelle nationale. Donc on verra bien. Mais encore une fois, la question de la délimitation politique, elle est importante et les gens peuvent la comprendre. Quand on voit ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'Hamon lance un nouveau mouvement, mais en même temps, il va être encore étiqueté PS, et que El Khomri est aussi étiqueté PS, et que Valls va peut-être aussi être étiqueté PS, mais ne pas avoir de candidat en marche. Les gens n'y comprennent plus rien. Carlotti, elle est étiquetée PS, elle fait une campagne PS, elle va dire qu'elle est de gauche, qu'elle a soutenu Hamon, alors qu'elle a défendu Macron, et qu'elle a probablement voté Macron. Donc comment, et ça il faut le dire aux gens, c'est-à-dire que comment on peut reconstruire quelque chose d'émancipateur et si on continue à ne pas être clair sur et on va devoir avoir un minimum de clarté vis-à-vis de l'opposition à Macron, parce que sinon on ne s'en sortira pas. Et Quartier Nord aussi, il ne faut pas présenter. Ça c'est un reproche qui est déjà fait. Pour le mouvement de la France Insoumise, il faut rappeler, je veux dire, que les négociations ont été ouvertes, et la France Insoumise, je veux dire, a ouvert, les négociations là-dessus. Il y a quand même 2 fédérations PC qui ont, pour lesquelles ça a marché. Et des candidats, je veux dire, communistes, qui ont signé la charte de la France Insoumise, je veux dire, qui sont tout à fait prêts à partir, dans le cadre de la campagne législative, sous cette charte, avec le mouvement de la France. Marie-Jeanne Buffet l'a signé, et Marie-Jeanne Buffet est candidate de la France Insoumise, si je ne me trompe pas. En tout cas, elle n'a pas de candidate en face d'elle. Donc c'était parfaitement possible quand même, quoi. C'est quand même des logiques, voilà. Après, sur les quartiers nord, bon, sincèrement, quand il est allé à Hénin-Beaumont, je me souviens, tout le monde lui est tombé dessus parce qu'il allait front contre
Front National, etc. Je vous rappelle quand même que le Parti Socialiste a maintenu son candidat à Hénin-Beaumont, qu'ils n'ont pas du tout joué l'union, et maintenant qu'il y a une autre stratégie qui est de dire on va au cœur de Marseille, parce qu'à la 4e circonscription, c'est un résumé de tous les problèmes en France, hein, et c'est le cœur de la 2e ville de France, c'est symbolique, on lui dit les quartiers nord. Bon, et les quartiers nord, il y a Sarah Soali, qui est une candidate de la France Insoumise, qui a été qui est championne du monde de kickboxing, qui a une histoire, etc. Bah, ça valait le coup que ce soit Sarah Soali qui soit la candidate dans les quartiers nord. Il n'a pas souhaité, en plus, voilà, et ça je pense que c'est un argument qui s'entend. Sur cette question, en fait, Mélenchon a bien dit, je ne commence pas une nouvelle carrière à 65 ans. Donc le but, c'est pas d'être élu député pour être élu député. Donc la question se poserait, à ce moment-là, montre que tu es fort, va dans les quartiers nord, va où c'est. Non, le but, c'était pas ça. C'est le prolongement de ce qu'il a proposé donc, avec la France Insoumise, et que la première étape, ça a été donc pour les présidentielles, la seconde étape, c'est à l'Assemblée. C'est pour être à l'Assemblée. Donc, il faut, pour être à l'Assemblée, évidemment, avoir le maximum de chances d'y être, parce que c'est le combat qui va se mener là-bas. Voilà pourquoi. Ça n'a pas été le choix qu'on peut voir dans tous les partis. Hein. On va installer un tel, parce que là, c'est plus facile. Non, puisqu'il a dit, je ne vais pas recommencer une carrière pour faire une carrière. Voilà. Par contre, le jeu, c'est des mandats, des députés européens. Oui, juste deux éléments en plus, parce que tu as raison, c'est important d'avoir tous les arguments. Un élément supplémentaire, c'est de dire que Menucci a commencé sa carrière dans les quartiers nord, j'ai appris ça, et que si vraiment il veut combattre le Front National, pourquoi il ne va pas lui? Voilà, un élément que vous pouvez quand même sortir. Et puis Jean-Luc a dit un truc assez vrai, hein. C'est ce qu'on a fait quand il y a eu tout le débat sur l'unité à la carrière. Il y a une polémique là, bon, il faut savoir répondre, mais il ne faut pas l'entretenir. Pourquoi? Parce que en gros, notre campagne, son problème, c'est pas Menucci, il s'en fout. Il veut parler, en étant à Marseille, il a dit ça comme ça, je suis à Marseille et on parle à toute la France collectivement, avec tous les candidats sur la ville de Marseille. Et sincèrement, là c'est Menucci, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, c'est pas le problème. Et c'est pas, notamment, on n'est pas en train de préparer les municipales de 2022, on s'en fout. Là, c'est une élection nationale et on a fait un choix, c'est de se décentrer, de ne pas rester en région parisienne, et parce que Marseille a des choses à dire à l'ensemble de la France. Et voilà. Je pense que ça, c'est un argument qu'on peut entendre. Et surtout, éviter de rester dans ces polémiques en permanence. Voilà, il faut laisser courir. Et c'est ce qu'on a fait. Au bout d'un moment, c'est lui qui est devenu acide, etc. Et je crois que dans ces cas-là, il faut laisser. Faut juste savoir répondre et avoir quelques arguments. Bonjour, Lionel. Donc, moi, je suis un novice dans ce genre de réunion là. Et en fait, j'ai une question simple. Par rapport à ce que tu disais au départ. Par rapport aux 7 millions d'électeurs, les 20%, bon, moi je suis persuadé que sur ces fameux 7 millions, on a bénéficié justement, on parle beaucoup de report, de vote de report, on a bénéficié de beaucoup de votes de report. C'est-à-dire moi autour de moi, j'ai pas mal de gens qui votent PS et qui ont voté Mélenchon, tout simplement, pas pour ses idées, bon, parce que c'était des idées a priori, d'après eux, qui étaient approchantes, mais ils ont voté pour Mélenchon parce que c'était le plus crédible au niveau de ces fameux sondages, hein, qu'on a eu, et il y a eu une balance qui s'est faite. Donc moi, je suis persuadé, je viens avec mes doutes un peu aujourd'hui, hein, parce que je suis persuadé qu'en fait, on n'a pas du tout 7 millions de gens qui vont spontanément... c'est pas un acquis du tout. Je pense qu'on est loin du compte, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté, qui viennent du PS, bon, par rapport à ceux que je connais, qui revoteront PS aux législatives, parce que, bon, c'est leur fibre, et ils voteront pas Mélenchon. Donc voilà, moi à la limite, ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là qui font partie des 7 millions. Donc déjà, c'est pas une base pour moi, 7 millions. La base, elle est peut-être à 5, à 4, je sais pas. Et ma question, c'est de savoir comment, justement, ces gens-là qui ont voté Mélenchon, les convaincre de continuer à voter Mélenchon. C'est pas d'en récupérer d'autres, c'est déjà ceux-là, parce qu'à mon avis, ceux-là, c'est tout sauf acquis. Alors, c'est une très bonne question, moi je suis d'accord avec toi. Je pense pas que tous les gens qui ont voté Mélenchon sont en accord avec l'avenir en commun. Mais néanmoins, j'ose une estimation. Je pense que ces 16% sont vraiment acquis et que 3-4% sont arrivés ensuite sur une dynamique de vote utile. Alors ce qui me fait dire ça, c'est que Mélenchon avait atteint des scores de 15 à 16% bien avant tout ça dans les sondages, qui va ce qu'il va, hein, mais voilà. Et que là, les sondages législatifs nous donnent 15 à 16% pour l'instant.
Et ça confirme ce que tu dis. Dès les premiers sondages pour les législatives, on a là les 20, on a 15 à 16. Alors par rapport à ces électeurs-là, bon d'abord, le vote utile, ça peut rejouer. Ah oui, parce que le PS est donné à 9%. Attends, s'ils veulent envoyer les députés qui combattent un minimum la loi El Khomri et Macron, ils seront peut-être obligés d'en passer par voter pour nous. Nous, il y a pendant des années quand même, on a voté PS, des second tours, etc. Ça a marché pendant des années cette affaire-là, donc il n'y a pas de raison. Et l'autre truc, c'est que je pense qu'on n'a pas, fini de convaincre. Il y a plein de gens qui auraient pu voter pour Mélenchon, qui ont hésité. Moi, j'en ai rencontré plein pendant la campagne, qui ont voté Macron, c'est plein d'entre eux, pour éviter le Front National. Et donc, je crois que le travail de conviction sur le programme n'est pas fini. Il n'est pas fini. Il y a plein d'abstentionnistes, il y a plein de gens qui hésitent. Et il faut continuer ce travail-là. Et effectivement, c'est par petit bout, parce que mais Mélenchon n'est pas apparu comme ça. Il y avait déjà 12 à 13%, je pense, des gens qui en 2012. Voilà, donc on construit sur du très long. On construit sur du très long terme. Donc sur notre circonscription, ça veut dire que probablement, effectivement, on est plutôt à 20, 21 qu'à 25. Comme la limite évidemment des 12,5% d'inscrits, je donne ça, cette info est importante. Pour être au second tour, il faut atteindre 12,5% des inscrits. S'il y a 60% d'abstention, il faut atteindre quand même 20%. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pas du tout gagné d'être au second tour. Il va falloir, voix après voix, convaincre les gens en leur disant si vous votez pour telle liste ou telle liste, même si on partage des choses, vous empêchez un député peut-être de la France Insoumise, voilà. Et c'est aussi l'argument du vote utile par rapport aux camarades du PC dans certaines circonscriptions. Voilà, mais c'est un argument qui est un argument fort, qui est de dire, il faut choisir quand même des candidats qui ont plus de chances d'être au second tour. Parce que, d'abord, il faut penser une chose. Avec Nadine, lorsque nous sommes rentrés dans le mouvement de la France Insoumise, il y avait 16 000 personnes qui étaient dans le mouvement. Maintenant, nous sommes 550 000 et tous les jours, les gens viennent. Ce sont des gens quand même qui sont convaincus, qui ont venir grossir le flot. Et ça, c'est une chose importante. Ce mouvement-là, il se répand, il se discute. Nous, on discute avec nos amis. D'abord, ils sont contre. Oh non, ils finissent par voter pour Mélenchon. Il y a des gens qui votent. Voilà, c'est ça. Ça aussi, c'est à nous aussi. C'est nous à être porteurs de tout ça. Porteurs de tout ça, je voudrais répondre aussi à Isabelle tout à l'heure qui disait, en parlant de visibilité. Parlons de visibilité. Sacha, combien de temps, quand tu colles une affiche, reste-t-elle en place? À peu près. Ça dépend. Entre 30 minutes et 12 heures. Merci. Alors moi, je fais quelque chose. Les affiches, elles se déplacent. C'est bête. Moi, je fais les affiches qui se déplacent. Je fais les panneaux, je les colle dans mon dos et je marche avec. C'est sûr, il faut avoir des couilles pour faire ça et avoir pas peur de se montrer. Et je colle les affiches et je les porte derrière moi. Et je viens en fait que ça marche. Parce qu'on vient me voir. Je me mets devant le métro avec une affiche comme ça, et les gens ils la voient cette affiche. C'est 50, 100 personnes qui la voient. Et ça coûte beaucoup moins cher en affiche et en temps. Et on ne se bat pas avec les autres. Là, il va couper les affiches et les trois. C'est tout, voilà. Merci Jean-Louis. Ça, mais en même temps, c'est un peu meilleur que leurs affiches aussi. D'ailleurs, vous êtes tous conviés à porter ces affiches le 28, dernier dimanche, sur la Canebière, où on pourra se balader avec ces affiches sur le dos. Juste, vous pouvez continuer à débattre. Donc je vais l'éclipser pour aller au moins prendre le dessert au repas avec Jean-Luc Mélenchon. Je vous remercie en tout cas à toutes et tous. J'espère qu'on va faire une super campagne et qu'on va continuer dans cette dynamique et profiter de la période relativement euphorisante dans laquelle on est. Moi, je reçois en moyenne sur le niveau d'appui 3 contacts par jour en ce moment. Donc, même si peut rester à moi, ça peut faire vraiment boule de neige. Et voilà, il faut qu'on soit enthousiaste et on va y arriver.